Donc, comme vous avez vu sur le flyer, on a mis un titre assez général sur comment cette guerre doit nous inciter à repenser les relations internationales. Et on a mis trois sous-titres suggérés par Bertrand. J'ai eu du mal à choisir, donc je lui ai suggéré qu'on garde les trois. Le titre principal, c'est la stratégie du chaos, en quelque sorte aujourd'hui, la gouvernance par le chaos. Ensuite, deuxième sous-titre, les divagations de la puissance, le fait que la puissance soit de plus en plus débridée, que cette puissance ne s'appuie plus forcément sur des contingency plans, sur des regards affûtés, une connaissance réelle des sociétés concernées, mais sur l'impulsivité, sur des prises de décision souvent dictées par le narcissisme de tel dirigeant ou la mégalomanie de tel autre. Et le troisième sous-titre que Bertrand avait suggéré, c'est le paradoxe que nous vivons d'aujourd'hui dans un monde où personne ne peut plus véritablement gagner une guerre, mais où tout le monde prétend les gagner. Ça remonte dans l'œuvre de Bertrand Badi à l'idée d'impuissance de la puissance qu'il avait déjà théorisée depuis fort longtemps. Pas besoin de présenter plus en détail Bertrand Badi. Je pense que la plupart des étudiants le connaissent déjà. Il est présent sur la plupart de nos syllabus, au moins deux ou trois de ses ouvrages. Il a également publié il y a 2 ans un livre en anglais qu'il a écrit en anglais, Rethinking International Relations. Donc Bhargat me disait qu'il avait un peu que la langue française, il ne s'en servait plus aussi fréquemment. Donc feel free to intervene in English. It's no problem at all with Nassif and Bertrand. Donc on va commencer par 15 à 20 minutes, Bertrand, où vous avez carte blanche. Et on passera ensuite à un débat avec nos prestigieux invités, avec les étudiants. Et merci encore d'avoir accepté. Je voudrais dire également que c'est le premier événement de la chaire Georges Corme que nous avons lancé il y a 2, 3 mois. Donc, chaire Georges Corme de Relations internationales, d'économie politique et d'histoire des idées. Nous devions faire une première conférence à accueillir Dominique de Villepin au Liban. C'était prévu le 9 mars. À cause de la guerre, elle a été reportée. Donc, cette conférence de Bertrand Badi sera donc la première officiellement à se tenir, même si c'est par Zoom, même si c'est en pleine guerre. Merci d'avoir été fidèle au rendez-vous et j'espère que ce sera le début de plusieurs rencontres et qu'on aura l'occasion de vous accueillir à nouveau à Beyrouth en chair et en os en septembre ou à l'automne si nous survivons tous à l'apocalypse qui nous guette. Donc, merci beaucoup Bertrand et à vous la parole. Eh bien, c'est moi qui vous remercie, cher Karim, de me gratifier de cet honneur d'inaugurer une chaire à laquelle je souhaite beaucoup de succès et en étant certain qu'elle sera l'un des points de mire, l'un des points phares de la science politique et des relations internationales au Moyen-Orient qui a besoin de reconstruire une réflexion dans ce domaine, hélas, si humainement douloureux. Je veux commencer par une pensée pour l'humain souffrant, qui est quand même l'objet fondamental de notre discipline. Alors, ce que je voudrais dire pour ouvrir cet échange qui me remplit de joie et de bonheur de retrouver notamment deux chers amis, même si ce n'est que virtuellement, je voudrais dire que lorsque l'on parle dans le contexte d'une science donnée, il faut se demander d'où elle vient, cette science. Et nous savons toutes et tous qu'elle est née en tous les cas comme discipline reconnue et institutionnalisée en 1945 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Certes, il y avait eu des moments de formation, d'éclosion, notamment après la Première Guerre mondiale, puisque la première chaire de relations internationales avait été créée à Aberystwyth au lendemain du premier conflit mondial, mais c'est surtout à partir de 1945 que les relations internationales se sont installées comme discipline académique et comme lieu de naissance avaient les États-Unis. Il ne faut pas l'oublier. Et pourquoi il ne faut pas l'oublier? Parce que euh, une science qui naît en 1945
parlant des relations internationales depuis les États-Unis ne pouvait être qu'un power politics, ne pouvait être qu'une science de la puissance. Parce qu'en 1945, la puissance était en même temps au summum de son efficacité. La Seconde Guerre mondiale a été probablement le dernier des conflits à avoir été conclu de manière très claire sur un mode très clausewitzien, distinguant nettement le vainqueur du vaincu. Et puis, élément qu'il ne faut pas négliger, la puissance avait une seconde auréole en 1945, puisqu'elle avait celle de la vertu, vertu d'avoir terrassé le monstre nazi. Et donc, la chose ne faisait pas de doute. Elle ne faisait pas de doute et cette absence de doute a été confirmée avec la guerre froide. La guerre froide semblait, comme l'avait dit très justement et très finement Pierre Asner, la guerre froide avait gelé les concepts qui étaient issus justement de cette longue réflexion qui avait été consacrée par la naissance de la théorie réaliste, théorie archi-dominante au moment de sa naissance. Et puis, à partir de 1989, tout s'est effondré. Et ce qui me révolte en tant que praticien de la science politique et de la science des relations internationales, c'est que l'on persiste dans les manuels, dans les théories, mais aussi dans l'action politique, dans les politiques étrangères, à faire comme si rien ne s'était passé depuis, comme si nous étions encore en 1945. Or, depuis 1945, la puissance a été bousculée par trois facteurs importants: la décolonisation, qui a consacré la victoire du faible sur le fort, la chute du mur, qui a mis fin à l'idée même de rivalité de puissance qui remontait à Hobbes et à ses fameux gladiateurs, et aussi, bien entendu, la mondialisation qui a substitué l'interdépendance à la souveraineté. Or, on ne s'est jamais posé la question pourtant fondamentale: est-ce que la puissance a le même sens quand on est dans un monde interdépendant ou dans un monde intersouverain? euh, Ce qui m'intéresse, c'est de pratiquer ce bouleversement de la science, d'avoir le courage de voir le monde avec d'autres lunettes que celles de 1945. Or, cela, nous ne pouvons pas le faire avec les théories classiques, parce que ces théories classiques nous amènent à imaginer le monde d'aujourd'hui comme étant la copie conforme de 1945. Et c'est l'erreur de M. Netanyahou, c'est l'erreur de M. Trump également. C'est-à-dire cette façon de croire que on est toujours dans ce monde de compétition entre gladiateurs. Ce que je voudrais vous proposer, c'est une approche générationnelle des relations internationales, c'est-à-dire de concevoir que les relations internationales aujourd'hui ne peuvent pas être regardées par les mêmes yeux qui sont ceux de nos dirigeants issus de la guerre froide et tout emprunts encore du modèle de 1945. Et pour cela, je voudrais juste vous montrer comment la guerre iranienne, je ne sais pas comment l'appeler, appelons-la comme ça pour l'instant, c'est difficile de dire guerre israélo-américano-iranienne, comment cette guerre vient casser trois éléments basiques de notre grammaire classique des relations internationales. D'abord, cette guerre montre que Clausewitz est mort. Deuxièmement, cette guerre montre que la destruction l'emporte sur la construction, le désordre l'emporte sur l'ordre, que aujourd'hui la puissance peut créer de la destruction et du désordre, mais n'est plus capable de produire de l'ordre. C'était d'ailleurs l'objet presque principal de mon livre. Et troisième élément, je voudrais montrer comment les stratèges sont comme tétanisés, paralysés
est totalement impuissant face à la montée d'une énergie sociale et la présence de plus en plus active des sociétés dans le champ international, alors que par définition, une société n'obéit à aucun stratège, le printemps arabe l'avait déjà démontré, n'obéit à aucun modèle prévisionnel et qu'il crée donc de l'incertain, de l'inattendu et de ce fait de l'impuissance. Alors d'abord, pourquoi Clausewitz est mort? Eh bien, les trois éléments fondamentaux de la théorie clausewitzienne, ce grand manuel de stratégie épousé par tout le monde, par tous les dirigeants de la planète, il ne faut pas l'oublier, les trois éléments fondamentaux sont complètement remis en cause. Que nous dit Clausewitz? Il nous dit trois choses très importantes qui sont défiées par les événements actuels. D'abord, il nous dit qu'une guerre se définit par la poursuite d'un objectif politique précis. Or, le propre de cette guerre, c'est le floutage total des objectifs politiques. Déjà côté israélien, mais surtout côté états-unien. Et c'est un phénomène que l'on voyait monter depuis un certain temps. Lorsque la guerre froide avait empêché justement une confrontation directe entre les États-Unis et l'URSS, les deux principaux partenaires, et surtout les États-Unis, avaient inventé une guerre de substitution, c'était la guerre d'intervention, dont les exemples les plus fameux sont la guerre du Vietnam, la guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak ou la guerre de Libye. Mais peut-on dire à un étudiant de façon claire ce qu'était l'objectif des États-Unis dans la guerre du Vietnam, dans la guerre d'Afghanistan, dans la guerre d'Irak ou dans la guerre de Libye? Cette décomposition de l'idée même d'objectif politique, c'est déjà l'essentiel de la construction clausewitzienne qui s'effondre. Et moi, j'ai entendu de nombreux témoignages d'officiers généraux, y compris d'officiers généraux français, qui disent, mais comment voulez-vous qu'on fasse la guerre, par exemple au Sahel, quand on ne sait pas pourquoi on l'a fait? En 1914, on savait pourquoi on faisait la guerre. En 1870 également, etc. Qu'en est-il dans l'opération Serval, dans l'opération Barkhane, et qu'en est-il aujourd'hui dans la guerre qui nous intéresse? Deuxièmement, le deuxième principe clausewitzien, c'est que le propre de la guerre consiste à terrasser l'ennemi. La formule est fameuse dans l'ouvrage post-mortem de Clausewitz, à savoir que une guerre ne s'achève que parce que l'une des deux parties est terrassée soit par la force, soit par la ruse, mais généralement par l'association des deux. Ce que l'on constate depuis 1945, c'est que, et il y a toute une recherche menée par le PRIO, le Peace Research Institute of Oslo, qui le montre, 2/3 des guerres se terminent sans vainqueur ni vaincu. C'est-à-dire, on constate qu'aujourd'hui, il est devenu exceptionnel de pouvoir terrasser un ennemi. Et M. Trump, dans sa cervelle, s'il y en a une, faite en 1945, il était absolument persuadé qu'il pourrait terrasser l'ennemi iranien. D'ailleurs, il continue à le dire tous les jours. Il dit, mais ça y est, on l'a complètement terrassé. Et puis la nuit suivante, on assiste à une nouvelle tragédie. Il faut se poser cette question, pourquoi ne parvient-on pas à terrasser l'ennemi? L'armée française n'a pas pu terrasser l'ennemi djihadiste au Sahel. De même, bien entendu, que dans les guerres d'intervention états-uniennes dont je parlais tout à l'heure, personne n'a jamais été terrassé. Donc, il y a là une deuxième faille dans la construction conceptuelle de la guerre. Et la troisième faille, c'est le troisième principe clausewitzien, celui de la bataille décisive. Une guerre renvoie à cette bataille décisive qui va distinguer le vainqueur du vaincu, ce qui fait sous-entendre, et ça me paraît très important,
à Clausewitz que la principale ressource pour gagner, même la ressource exclusive, pardonnez-moi, la ressource exclusive est militaire. Or, que constatons-nous aujourd'hui? On l'avait déjà constaté à propos de l'Ukraine, on le constate aujourd'hui à propos de l'Iran. Nous avons affaire à des guerres globalisées. Et c'est un concept nouveau, la guerre globalisée. C'est-à-dire une guerre qui s'effectue en mobilisant de manière égale toute une série de ressources militaires, certes, mais économiques, mais sociales, culturelles, religieuses, qui font que l'instrument militaire est bien souvent secondaire par rapport à l'essentiel. On voit bien que ce qui se passe en Iran actuellement dépend de l'évolution de la gestion même du Golfe Persique. Et à travers le Golfe Persique, vous avez bien entendu la mobilisation de moyens militaires pour le contrôler, mais vous avez quantité d'autres paramètres qui jouent, dont les Houthis eux-mêmes avaient conscience lorsqu'en s'attaquant à la mer Rouge, ils savaient qu'ils globalisaient leur conflit et touchaient mille et une économies du monde. Ce qui est essentiel dans la guerre d'Iran, c'est de savoir qu'elle affecte directement l'économie de la Finlande et l'économie du Botswana. Et ça, c'est quelque chose que Clausewitz, évidemment, ne pouvait pas avoir en tête. Le deuxième point, et il a été introduit par ma critique de Clausewitz, c'est que finalement, la puissance, aujourd'hui, elle s'arrête à mi-chemin. Autrefois, la puissance, elle détruisait pour construire, c'est-à-dire pour construire un ordre favorable aux vainqueurs. Aujourd'hui, la puissance détruit mais ne construit plus. Et ça, c'est une révolution importante parce que si la guerre a eu un statut si important dans notre théorie politique et dans notre histoire politique, si bien résumé par le grand Charles Tilly qui parlait de war making, state making, c'est qu'elle produisait un ordre. Elle a produit l'ordre westphalien, elle a produit l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'Europe est incompréhensible autrement qu'à travers le lent façonnement réalisé par la guerre. Aujourd'hui, jamais les guerres ont été aussi nombreuses. D'après le Prio, 500 guerres ont éclaté depuis 1945. Mais jamais les guerres ont été aussi destructrices, c'est-à-dire aussi meurtrières, du moins dans leur capacité, n'ont jamais été aussi coûteuses. Karim le sait bien, il m'a envoyé un document récemment qui indique que le coût de la guerre d'intervention post-11 septembre est 21 000 milliards de dollars, ce qui est absolument inimaginable. Et tout ceci pour montrer qu'il y a une curieuse corrélation entre la montée de la capacité destructrice de la guerre et la diminution de sa capacité constructrice. Je vous mets au défi de trouver depuis 1945 une guerre qui ait construit un ordre nouveau, qu'il s'agisse d'un ordre national, on pense au changement de régime, qu'il s'agisse d'un ordre régional ou qu'il s'agisse d'un ordre international. C'est d'ailleurs ce que Mikhail Gorbatchev, le grand Mikhail Gorbatchev, avait en tête lorsqu'il disait que la compétition entre l'Occident et le camp soviétique n'a plus de sens aujourd'hui parce qu'il avait l'intuition que ce n'était plus véritablement constructif. Alors, du coup, au centre de la guerre viennent trois stratégies de destruction, c'est-à-dire trois stratégies de gouvernance par le chaos, qui sont une stratégie sécuritaire, ça c'est Israël. Je ne peux pas assurer ma sécurité par une entente avec les pays de la région, donc je construis ma sécurité sur la ruine de mes adversaires potentiels ou réels. C'est ce que j'appelle la sécurité par le chaos, qui est une première forme de gouvernance. Ça, c'est la stratégie israélienne, à distinguer de la stratégie états-unienne, qui est la stratégie de l'hégémonie par le chaos. Je ne peux plus avoir sur le grand Moyen-Orient la prise que j'avais autrefois, où finalement presque tous les régimes, de celui du Shah à celui de la Turquie, de celui de l'Arabie saoudite jusqu'à celui de la Jordanie, étaient alignés sur les États-Unis, sans compter Israël soi-même.
Donc, je ne peux construire mon hégémonie que sur la destruction de ceux qui la menacent. L'hégémonie par le chaos qui renvoie à une grammaire et à un jeu différent de la stratégie de la sécurité par le chaos. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il va y avoir une tension croissante entre Israël et les États-Unis dans la gestion de l'actuelle guerre. Et puis la troisième stratégie, ça M. Trump ne l'avait pas en tête, s'il a une tête à nouveau, c'est la stratégie réactive. À partir du moment où vous utilisez contre quelqu'un la stratégie du chaos, comment va-t-il réagir? De la manière la plus économique. Quelle est la façon la plus économique de réagir? C'est de créer le chaos chez l'adversaire. Et chez l'adversaire ou les alliés de l'adversaire, c'est-à-dire le néoproxysme que constituent les pétromonarchies du Golfe. Et là, on voit comment la faiblesse n'est plus un obstacle dans la guerre. Parce que construire, il faut être puissant. Mais détruire, il n'y a pas besoin d'être puissant. Et donc, un enfant de 2 ans peut détruire autant qu'un géant adulte. Et ça, c'est quelque chose contre lequel on n'a pas de vaccin, on n'a pas de protection. Et c'est la situation actuelle. À partir de là, je me pose une question. Euh, ce, cette banalisation du chaos, le chaos comme substitut à l'ordre, ça va avoir un coût. Et un coût qui risque, et ça c'est l'effet pervers, d'être plus élevé que la restitution ou la restauration, pardon, de la sécurité pour Israël et la restauration de l'hégémonie pour les États-Unis. Car la question que je pose, c'est est-ce que véritablement Israël est protégé par la ruine ou est-ce que la ruine ne lui fait pas naître de nouveaux dangers? Et est-ce que l'hégémonie est protégée par la ruine ou est-ce que la ruine ne risque pas de créer de nouvelles armes contre l'hégémonie? Et enfin, je termine, pardon, j'étais un peu long, mais le sujet est complexe, par la troisième composante, la troisième révolution, si vous voulez, par rapport à la théorie classique des relations internationales, qui est l'énergie sociale. Et là, c'est peut-être la grande surprise. La grande surprise, c'est de constater que ces grandes puissances, ces hyperpuissances, ces surpuissances, ces grands stratèges sont totalement dépendants d'une inconnue majeure et qui échappe complètement à leur contrôle, c'est comment les sociétés vont réagir. C'est-à-dire, on a beau avoir l'arme nucléaire, on a beau avoir un budget annuel de la défense de 1000 milliards de dollars, on a beau consacrer, comme Israël, 8% de son PIB à la défense et aux dépenses militaires, mais il reste quand même une grande inconnue, c'est et que feront les sociétés? Euh, et ça, personne ne le sait, personne ne peut le dire. Les meilleurs connaisseurs de la société iranienne sont incapables de dire si on va assister à une mobilisation du type de celle que l'on a vu s'opérer en décembre-janvier et qui a été si férocement réprimée, comme nous le savons tous. Et si ce mouvement réapparaît, que soutiendra-t-il? Comment sera-t-il organisé? Vers qui ira-t-il? euh, À part Madame Irma et sa boule de cristal, personne ne peut le dire. Même pas Dieu le Père, parce que le propre d'un mouvement social, c'est le contraire même de la rationalité d'un État. Un État est gouverné par une pensée stratégique qui se veut rationnelle. Une société, c'est une agrégation de volontés individuelles dont personne ne sait comment elle s'opère et ce qu'elle peut devenir. Qui avait prévu en décembre 2010 le printemps arabe que Bagdad connaît si bien et qu'il a étudié? On est face à une spontanéité essentielle. Et la spontanéité essentielle, c'est la mort du stratège. C'est la mort du stratège. Et la mort du stratège donne à la guerre un aspect qui est de plus en plus éloigné du rational choice et de plus en plus enquisté dans l'aventure sociale. Et ça, c'est peut-être la séquence de demain. Euh, je termine juste par
une, une remarque à propos de cette énergie sociale, c'est que c'est une incroyable riposte au discours institutionnel sur la liberté. Vous connaissez la fameuse phrase de Jaurès, pas, c'est-à-dire donner la liberté par la force, c'est la donner et la retirer en même temps. Et je trouvais que cette formule était extrêmement forte, c'est-à-dire à partir du moment où vous libérez un peuple, si vous le libérez par votre stratégie, ça veut dire vous lui retirez aussitôt sa liberté. Et c'est la raison pour laquelle la théorie du régime change est une aporie. Euh, L'énergie sociale qui n'obéit à personne sauf aux acteurs sociaux, elle réintroduit cette liberté. Et en réintroduisant cette liberté, eh bien, je crois qu'on assiste à la fin des relations internationales et que nous entrons, je dirais enfin, et c'est ma seule lueur d'espoir dans les relations intersociales. Je vous remercie. Oh là 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 là. Merci infiniment Bertrand pour cette réflexion magistrale. Vous avez réussi en moins de 20 minutes à faire un tour d'horizon qui allait d'une déconstruction de Clausewitz que j'ai trouvé plus percutante que celle de René Girard qui avait écrit Achever Clausewitz mais qui n'avait pas pointé exactement les mêmes arguments que les vôtres. Vous êtes revenu sur Hobbes, sur le fait que 2 tiers des guerres se terminent sans vainqueur ni vaincu. La force du lion et la ruse du renard que nous avons étudié dans ce cours ne suffisent plus aujourd'hui. Vous avez parfaitement résumé l'ouvrage, donc Nassif qui n'avait pas pu le lire sera sûrement incité à s'y plonger, mais a déjà une large idée de ce qui s'y trouve. Cela pourrait ouvrir une discussion très longue entre nous et avec les étudiants. Donc je propose qu'on commence. How is the connection in Egypt now, Bahgat? Are you hearing us well? Just fine, just fine. Perfect. If your connection is fine, let's go ahead with your initial reactions and then we'll go to Nassif. Euh, euh, Merci Nadim. Effectivement, vous avez bien organisé cette rencontre et je vous félicite pour la série de conférences qui commence bien et qui commence bien pour nous, mais qui commence plutôt mal pour les autres qui doivent faire la rivalité avec Bertrand. Euh, j'aimerais bien, juste avant de commencer, vous avez mentionné quelques livres de Bertrand. J'aimerais bien mentionner aussi ces livres entre vivre deux cultures. Un best-seller, je me rappelle quand j'étais à Montréal, je devais faire le tour de plusieurs librairies pour trouver la dernière copie. Donc, pour vos étudiants, vraiment, pour connaître un peu les idées de Bertrand et d'où ils viennent, il faut conseiller ces petits livres qui s'y lisent très bien. Merci Margat. Et d'ailleurs, l'un des rares effets positifs de cette guerre en cours, c'est que le livre est de nouveau dans la plupart des librairies, notamment à la librairie de Sciences Po à l'angle du boulevard Saint-Germain. Ils ont fait une étagère sur l'Iran et le premier livre sur lequel on tombe, c'est celui-là. Donc, je suppose que vous pourrez également le trouver à Beyrouth pour les étudiants qui sont à Beyrouth. La librairie Antoine pourra sûrement vous l'obtenir. Merci Margat de nous avoir rappelé cela. Tant mieux. J'aimerais bien juste, vous m'avez envoyé des messages, premier message comme quoi on se concentre sur les livres, les derniers livres de Bertrand, Oui. et par la suite, vous m'avez dit que c'est beaucoup mieux de lier les idées de Bertrand à la situation actuelle. C'est qu'il vient de les faire lui-même et d'une façon magistrale, à mon avis. J'aimerais bien dire à vos étudiants aussi une autre chose concernant Bertrand que j'ai dit à mes étudiants, à moi, à l'université américaine. En 1977, Stanley Hoffman a écrit un article important. International Relations,
an American Social Science avec point d'interrogation. Mais effectivement, la réponse de Hoffman était dans l'affirmative. La fonction des gens comme Bertrand, c'est qu'il essaye de réduire cette américanisation des relations internationales. Et c'est ce que j'ai dit à mes étudiants, et par la suite, ils sont reconnaissants quand ils lisent quelque chose de Badi en anglais. J'aimerais bien maintenant dire aussi quelle confirmation nous avions aujourd'hui de ce que Bertrand lui-même dit. D'abord, il nous conseille énormément d'approcher les relations internationales, pas d'une façon statique, mais d'une façon surtout dynamique. Et ça renvoie aussi à un autre de ses livres, tout de suite après la guerre froide, La transformation du monde. Et je conseille aux étudiants de lire ces livres qui, en fait, présentent une autre approche que Fukuyama et la fin de l'histoire et tout ça. Très bien. Un dernier point, j'aimerais bien les termes la gouvernance par les chaos. Ça reflète dans très peu de mots la situation anarchique que nous avons actuellement, pas seulement au Moyen-Orient, mais dans le monde. Et je crois qu'il a réussi de rendre, à travers les 20 minutes dont il s'est exprimé, de rendre en fait une situation très complexe, très anarchique, assez intelligible. Et c'est impressionnant. Moi, je crois, les mots, même si je parlais en arabe, je crois, les mots allaient me manquer pour exprimer effectivement mon admiration pour cette présentation et cette éloquence et la profondeur de ce que nous a dit Bertrand Badi. Moi, j'aimerais bien peut-être souligner un aspect qui, pour moi, je crois pour les étudiants aussi, reflète la situation plutôt à la fois tragique et catastrophique à présent. La référence répétée par Bertrand à Clausewitz et surtout l'idée magistrale de ces généraux allemands comme quoi la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Si la guerre n'a pas une fin politique, un objectif politique clair, elle devient, comme Bertrand l'a très bien démontré, elle devient une destruction pure et simple. Et on revient par la suite à la situation, en fait, pire que la situation d'avant. Et nous voyons tout ça actuellement avec la guerre, comme Bertrand l'a dit, la guerre iranienne. L'appelons la guerre iranienne pour simplifier les choses. À travers cette guerre, on essaie quand même de voir un peu clair. Et à mon avis, il y a 4 éléments. Premier résultat, la confirmation d'une nouvelle superpuissance régionale, Israël, sans doute. Sans doute. Et on peut revenir dans la discussion, mais je crois les points éclairent et confirmés d'un jour à l'autre. Deuxièmement, et j'aimerais bien écouter Nassif à ce niveau-là, la prolifération de ce qu'on appelle les phénomènes de l'État fragile ou échoué.
the F state. La région du Moyen-Orient devient de plus en plus identifiée avec l'échec de l'État, presque l'absence de l'État, l'acteur principal des relations internationales. Et il faut lier ça à ce que Bertrand disait concernant Israël, la guerre, c'est la destruction. Destruction continue. Troisièmement, l'aspect imprévisible de la superpuissance que nous avons actuellement avec Trump. Et cette imprévisibilité ajoute à la chaos et à la complexité qui existe au niveau international. On ne sait pas où on va. Et on se rend compte qu'on est presque sans moyens. Et quatrièmement, et c'est un élément nouveau, le fait que le Golfe, un modèle de stabilité dans une région instable, n'est plus stable. Peut-être quelques-uns connaissent déjà l'idée des politistes émiratis, Abdelkhali Abdallah, لحظة الخليج, les moments du Golfe. Le fait que le Moyen-Orient est une région chaotique, sauf le Golfe, qui est une source pas seulement de stabilité, mais aussi d'aide aux autres, au Moyen-Orient et au-delà. La situation a complètement changé actuellement et on voit beaucoup de données concernant la fuite des capitaux, même de Dubaï. Donc, nous sommes effectivement dans une période clé et je crois les idées de Bertrand nous donnent une grande introduction avec des questions de base pour essayer de décoder cette situation. Merci. Mille merci, Bargat. Je voudrais d'abord dire que vous avez un point commun avec Bertrand Badi qui explique peut-être l'estime qu'il a pour vous, c'est que vous êtes d'une grande modestie parce que quand je vous ai contacté il y a 2 mois pour vous proposer de faire partie de cette conférence, vous m'avez dit ça fait longtemps que j'ai pas parlé français, je ne suis pas sûr que mon français soit encore suffisamment bon, il est peut-être devenu un peu rustique et là vous nous avez donné une formidable présentation. Quelle que soit la langue dans laquelle vous vous exprimez, on retrouve la même érudition et la même capacité de synthèse. Donc c'est un parfait complément aux propos de Bertrand Badi. Et nous arrivons maintenant, vous lui avez tendu la perche au diplomate, à notre ami Nassif Hitti, qui pourra justement aborder peut-être un peu plus en détail les nouvelles configurations régionales. Bargat Korani a rappelé que ce qu'on appelait le moment émirati est en train de vivre peut-être des heures difficiles, que le Golfe a perdu cette illusion de sécurité, de stabilité. Il y a également cette idée qui a été évoquée de Clausewitz, que la guerre est censée être une continuation de la politique par d'autres moyens, mais Sylvain Sipel, excellent connaisseur d'Israël, a publié un article dans l'Orient le Jour il y a 2 ou 3 jours disant que Netanyahou était dans une toute autre logique, qu'il était toujours dans une logique voulant imposer des faits accomplis sur le terrain avant d'entamer un processus politique. Et ça m'avait rappelé un livre qui avait fait débat il y a 30 ans déjà, Israël en danger de paix. Est-ce que ce n'est pas la nécessité d'avoir un ennemi, d'être en guerre permanente qui permet de consolider la cohésion d'une société? Donc il y a énormément de pistes qu'on pourrait évoquer avec toi, Nassif. L'actualité, la nouvelle configuration, le positionnement de l'Arabie Saoudite, les négociations que le Pakistan propose de faire. Je rappelle également ce que j'ai omis de dire dans ta présentation, c'est qu'avant d'être ministre des Affaires étrangères et universitaire au Liban,
directeur de l'Institut des sciences politiques de l'Université de Kaslik. Tu as été pendant une bonne trentaine, quarantaine d'années ambassadeur de la Ligue des États arabes. Donc tu pourras peut-être aussi nous donner ton point de vue de diplomate sur ces nouvelles reconfigurations. Il y a aujourd'hui un sommet du G7 qui doit se tenir en France. Quel rôle peuvent jouer ces organisations face à cette stratégie du chaos qui triomphe aujourd'hui? Mais sens-toi libre d'aborder quelques sujets qui te semblent pertinents compte tenu du fait que tu n'as pas pu te plonger dans le livre. Et merci encore d'être avec nous. Tu es sur mute, Nassif. Voilà, c'est bon là. Ça va, merci. Je voudrais dire, oui, en tant qu'ancien diplomate, mais je ne vais pas parler avec une langue diplomatique, un langage diplomatique. Je commencerai par faire quelques observations générales. Malheureusement, j'ai pas pu encore, comme tu as bien indiqué, lire le dernier livre de mon ami Bertrand, mais je commencerai à dire que ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est l'impuissance de la puissance militaire. L'impuissance de la puissance militaire qui peut pas vraiment, elle peut vaincre. On peut vaincre militairement, on peut établir un régime dans un autre État. On a plein d'exemples ici et là, mais on peut pas changer la donnée sociétale. On peut pas, comment dirais-je, déconstruire ce que j'appelle l'immunité sociétale, le système de valeurs qui émane d'une certaine société. Ça, c'est une chose très importante et donc, ça nous demande de regarder un peu plus loin. Comment, si on veut changer une certaine société, ça doit venir de l'intérieur et c'est un processus. C'est pas une question qui se fait par la force ou par une force militaire. Ça, c'est mon premier point avant d'aller vers le point que tu avais soulevé. Ma deuxième remarque concerne la mondialisation et avec l'idéologie économique néolibérale, il y a eu vraiment, comment dirais-je, une surfrontalisation. On a dépassé toutes les frontières, mais ça a créé une réaction à l'inverse, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons identitaires. Il y a eu certains l'appellent un repli, d'autres l'appellent une résistance, indépendamment de comment on voit la chose. Mais ça, c'est un enjeu majeur actuellement sur la scène internationale et mondiale. Encore une fois, la puissance militaire peut changer dans l'immédiat une donne, étroitement une donne, mais pas changer généralement ou à long terme une donne nationale ou à l'échelle internationale. Troisième point, et j'aborde la question moyen-orientale. Depuis 5-6 ans, Karim, on a bavardé, toi et moi, et même j'ai discuté dans 2-3 conférences de ce que j'ai appelé la prolifération des États faillis, mais surtout défaillants, au Moyen-Orient et ailleurs, et que ça nécessite une réponse pas simple, pas complotiste, mais ça nécessite un travail laborieux, si je peux dire, un travail entier pour essayer de faire reconstruire l'économie d'un pays, mais surtout reconstruire la société, la fabrique sociétale de certains pays pour s'adresser aux problèmes, mais ça doit venir en principe de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Pour aller vers le Moyen-Orient, je disais toujours à mes élèves, malheureusement je le dis, spécialisez-vous dans les questions moyen-orientales, vous êtes garanti un travail pour les 3 siècles à venir. Et là, je dirais pour plus de 3 siècles à venir. Nous sommes pris maintenant dans un triangle de conflits et de crises. Le plus important actuellement, le point le plus chaud, c'est dans le Golfe, la guerre américano-israélienne avec l'Iran, et puis l'élargissement de cette guerre vers les pays du Golfe. Et j'aime bien indiquer une chose ici, cette guerre maintenant, cette explosion des relations entre l'Iran et le Golfe dues aux attaques iraniennes sur certains pays du Golfe viennent après des années où il y a eu une très forte normalisation entre ces pays-là et l'Iran. Ça, c'est un point important qu'il faut prendre en considération. Où est-ce qu'on va aboutir? Nous ne sommes qu'au début d'une crise et d'une guerre. Deuxième point chaud dans ce triangle qui encercle le Moyen-Orient, c'est la région de la mer Rouge. Bon, il y a bien sûr le conflit
au Yémen, le conflit au Soudan, le conflit en Somalie. Bien sûr, il y a les aspects sociétaux internes de ces conflits, mais ici aussi, il y a l'attraction fatale de la géopolitique de ce pays. Je viens d'un pays qui a toujours eu une attraction fatale, qui est le Liban. Surtout quand c'est un pays vulnérable. Là aussi, c'est un point chaud, c'est un passage important, et donc ça, c'est un autre point de conflit assez important. Troisième, bien sûr, la Méditerranée, le conflit arabo-israélien, palestino-israélien particulièrement, et maintenant l'agression israélienne contre le Liban. Donc voilà encore un problème qui a ses effets sur les autres parties de la région et qui aussi est influencé par l'évolution des crises dans cette région. Que faire? Il me semble, il faut revenir. Je ne veux pas avoir l'air, comment dirais-je, d'être naïf ou d'être idéaliste quand on parle du droit international de l'ONU, qui n'existe pratiquement plus malheureusement. Mais il faut qu'il y ait vraiment un certain point de référence, des termes de référence. Comment s'en sortir de ces crises? Respecter la souveraineté d'un pays est une chose plus qu'importante. Voilà, ça c'est très très bien. Et qu'il faut faire et avec laquelle Ton micro, Nassif, semble s'être écarté. On t'entend plus très bien. ça va maintenant. On t'entend d'un peu loin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé chez toi dans l'ordinateur? Ça va maintenant. Non, 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 j'ai pas changé. Ah là, c'est parfait. On te entend de nouveau très bien. Donc voilà. Ce que je voulais dire, voilà, c'est que il faut aborder toutes ces questions dans une approche globale, mais dans une approche qui s'attaque, comme on dit, aux facteurs militaires, aux facteurs armes et armements, aux guerres classiques, mais aussi à l'élément sociétal. On peut pas changer de l'extérieur une société, ça change de l'intérieur. Il faut s'adresser aux questions qui sont très importantes. La question identitaire, par exemple, ce qui se passe actuellement dans les territoires occupés, ce qui se passe en Cisjordanie, ce qu'Israël est en train de créer sur le terrain, de consolider sur le terrain le Grand Israël, Eretz Israël. C'est une situation qui peut avoir des répercussions à travers les temps à venir et dans toute la région, qui peut être instrumentalisée à d'autres fins dans la région. Voilà une question qui nous guette toujours. Autre que la question de principe, la question d'un point de vue de réalisme politique. Pour ce qui est du Liban, on ne fait que faire appel à un arrêt de l'agression israélienne et puis pour essayer d'aller avec des termes de référence, avec une feuille de route bien claire et bien précise vers faire revenir sur le tapis l'accord d'armistice de 49. À partir de cet accord d'armistice de 49, on peut négocier d'autres termes. Voilà certains principes. C'est pas suffisant de dire on peut faire la paix. La paix ne peut pas être faite par les armes. L'histoire, pas seulement du Moyen-Orient, de presque tout le monde nous le rappelle. Ça a été très bien rappelé par notre ami Bertrand Edewi et puis par notre ami Bahjat après. Voilà un peu la situation que je trouve très précaire et très dangereuse, surtout qu'il y a une interdépendance directe et indirecte entre toutes les crises et tous les problèmes et toutes les guerres qui font ce triangle meurtrier au Moyen-Orient. Merci beaucoup, Nassif. C'était un parfait complément, le regard du diplomate et le regard de l'universitaire qui a apporté de très nombreux éclairages. J'aimerais donner quelques minutes à Bertrand pour réagir aux deux discutants, revenir sur les propos des deux discutants et ensuite on lancera la discussion en ouvrant éventuellement à des questions. Cher Karim, quelques minutes pour réagir à deux ouvertures aussi riches et aussi denses, c'est un pari. Mais je me doutais que j'allais être limité dans mon temps de réaction. J'ai noté 6 étoiles dans les propos de nos deux amis et je voudrais peut-être reprendre ces 6 points. D'abord, l'ouverture de Bagat est vraiment essentielle, c'est-à-dire que si on retourne vers les pères fondateurs de la science des relations internationales, et là je le dis particulièrement en direction de nos amis étudiantes et étudiants, il faut voir que c'était une science statique, je dirais dans les deux sens du terme, statique parce que État et statique parce que photographie d'un ordre à travers le modèle magique de l'équilibre de puissance. Et c'est ce qui a fondé
cet épisode navrant des relations internationales que l'on appelle la géopolitique, terme qu'il faut mettre au panier de manière urgente. Pourquoi? Parce que Bagat l'a très bien dit, parce que nous sommes dans une période où tout ce qui a servi de base à ce modèle statique pendant près de 4 siècles est en train de s'effondrer. Et donc, moi, j'invite la nouvelle génération à être la Gen Z des relations internationales, c'est-à-dire de créer des concepts et des approches nouvelles qui montrent les changements au lieu de montrer les permanences. Toute la théorie réaliste repose sur une permanence, sur la permanence, effectivement, du conflit d'intérêts nationaux, alors que on sait que l'irruption de la notion d'intérêt global est venue tout bouleverser, la permanence dans la lutte entre gladiateurs, alors que nous savons aujourd'hui que les gladiateurs se tiennent les uns les autres par le menton et par la chemise, c'est-à-dire faire cette science dynamique de l'interdépendance entre les gladiateurs, et aussi cet étonnant statisme que Raymond Aron avait euh, proclamé en disant que la relation internationale n'était que le domaine du diplomate et du soldat, alors qu'une nuit d'insomnie, j'ai compté le nombre d'acteurs internationaux, il n'y en a pas 193 comme les 193 États membres des Nations Unies, mais un peu plus de 8 milliards, c'est-à-dire autant d'individus et d'êtres humains. Et tout ceci impose justement à la génération actuelle de faire ce passage vers un narratif nouveau, vers ces éléments dynamiques. Je le dis d'autant plus que dans mon établissement à Sciences Po, maintenant on a tendance à revenir vers l'ancien, ce qui quand même est extrêmement préoccupant. La deuxième chose, Bagat avait tout à fait raison et j'ai eu tort de ne pas le dire, que l'un des éléments pivots de ce changement qui se produit, c'est la fragilisation des États. Si vous regardez l'histoire westphalienne de 1648 jusqu'à 1945, on n'a jamais eu besoin de parler d'États fragiles. Il y a eu des États affaiblis par la guerre, parce que vaincus, mais il n'y a jamais eu d'effondrement d'État. Alors que nous assistons depuis 1945 à une prolifération de cette fragilité d'État, et Bagat pose une question qui est essentielle pour l'avenir, c'est dans le fond, l'effondrement des États est lié à une décomposition interne, bien souvent. C'était la thèse que notre ami Bill Zartman avait très bien démontrée, mais aussi est lié à la guerre de destruction, à la guerre du chaos. C'est-à-dire, on vise la destruction de l'État. D'ailleurs, c'est dit explicitement et par Netanyahou et par Trump, c'est-à-dire on va détruire l'État iranien, de même que il s'agit de détruire toute une série de constructions institutionnelles. On a détruit l'État irakien, on a détruit l'État libyen, etc. Mais la grande question qu'il faut se poser, c'est quelle est la fonctionnalité à moyen ou long terme de la destruction d'un État? On se la pose pas. C'est-à-dire, on s'aperçoit au fil du temps et par l'histoire contemporaine que la destruction de l'État crée infiniment plus d'insécurité que la consolidation ou la permanence de l'État. Regardez les guerres aujourd'hui, que ce soit la guerre au Congo, que ce soit la guerre au Soudan, que ce soit la guerre au Yémen, que ce soit la guerre au Sahel, que ce soit la guerre en Libye, et on pourrait encore donner de nombreux exemples. À chaque fois, la variable explicative, c'est l'effondrement de l'État. Et donc, le calcul de Netanyahou est un calcul très périlleux. Il ne se rend pas compte que sa nouvelle théorie, que j'invente en direct, qui est la théorie du regime weakening, non plus du regime change, mais du regime weakening, est une théorie qui est terriblement belligène, c'est-à-dire qui provoque un effet de backlash qui est extrêmement important. Euh, le,
ce que Bagat nous a dit sur le moment du Golfe est extrêmement intéressant parce que, pardon de cette petite pique de nationalisme iranien, ça prouve la malice des responsables iraniens dont je ne partage absolument pas la philosophie politique, rassurez-vous, car je trouve ce régime horriblement répressif. Et j'ai toujours dit, et dans l'article que vous citiez, Karim, je le dis explicitement, que le peuple iranien est entre Caribes, des styles-là. Donc ce n'est pas du tout pour valoriser ce régime, mais c'est pour valoriser une forme de malice qui peut se révéler pernicieuse. C'est-à-dire que les dirigeants de la République islamique ont compris que la force du Moyen-Orient et peut-être du monde arabe et peut-être plus que ça, peut-être de la tentacule occidentale, c'était le Golfe, et que ça pouvait devenir très rapidement leur talon d'Achille. Et c'est cette capacité de transformer un atout en talon d'Achille, un atout en faiblesse, qui est le miroir de la guerre actuelle. C'est-à-dire euh, le faible gagne sur le fort en réussissant à saper ce qui fait l'atout du fort et qui en devient très vite sa faiblesse. Et ça, c'est effectivement un sujet absolument extraordinaire qui n'a pas tellement de précédent dans l'histoire des relations internationales. Donc, bravo Bagat de le souligner, de nous le rappeler. Et me tournant, j'ai fait 3 étoiles de chaque côté pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Les 3 étoiles que j'ai dressées en écoutant Nassif, Nassif met le doigt aussi sur quelque chose que j'aurais dû dire, c'est les paradoxes de la mondialisation. Vous savez, la mondialisation, c'est un peu l'arlésienne, c'est-à-dire tout le monde en parle, mais on ne l'a jamais étudié sérieusement en face. Et c'est pourtant là qu'on trouve l'explication de bien des choses. Et Nassif a tout à fait raison de dire que l'un des paradoxes de la mondialisation, c'est de banaliser l'interdépendance tout en banalisant aussi la rétraction nationale et identitaire. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de d'écrire maintenant le chapitre de la face internationale de la rétraction identitaire. C'est-à-dire en quoi ce phénomène que l'on trouve partout dans le monde aujourd'hui de rétraction identitaire, aux États-Unis, en Europe, dans le Sud global, en Russie, partout, comment cette rétraction identitaire crée un système international très bizarre. C'est-à-dire un système international qui croit pouvoir se ressourcer aux anciennes origines hobbesiennes, c'est-à-dire rétablir, restaurer la nation, et c'est pour ça que tout le monde est conforté dans l'idée que c'est le retour de la nation, le retour de la puissance, le retour de l'État, mais en oubliant une chose, c'est que la rétraction nationale aujourd'hui n'a rien à voir avec l'affirmation nationale à l'époque westphalienne, que la rétraction nationale aujourd'hui crée d'énormes tensions qui n'ont rien à voir avec la compétition des gladiateurs de Hobbes, parce que elle est plus sociologique que politique, hein, et ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau, parce que elle est plus déstabilisatrice que réellement constructrice, elle est plus affichage que réellement mise en place d'un nouvel ordre. Donc là aussi, il y a toute une recherche à faire. Le deuxième point, c'est le droit international. Alors, moi, je suis d'accord avec Nassif pour dire que celui-ci est terriblement malmené et c'est un chapitre très, 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 très important de notre réflexion. Yes, but, pour parler l'ancienne langue des relations internationales. Yes, but. Jamais le droit international ne s'est autant affirmé qu'aujourd'hui. Nous sommes tous issus, sauf peut-être Karim, de la génération de la guerre froide. Rappelez-vous, à l'époque de la guerre froide, personne ne s'occupait de droit international. Or, aujourd'hui, le droit international s'exprime tous les jours. Il n'est pas écouté, il n'est pas respecté, mais il est présent tous les jours. Et à travers des institutions qui n'existaient pas hier. Est-ce qu'on aurait pu imaginer dans les années 60
que M. Brejnev fasse l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale qui n'existait pas à l'époque? Est-ce que même on aurait pu envisager que n'importe quel dirigeant du Sud global fasse l'objet d'un mandat d'arrêt? Non, c'est absolument impossible. Ou que M. Lyndon Johnson fasse l'objet d'un mandat d'arrêt? Non. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un triomphe du droit international quelque part, c'est sa faculté énonciatrice. Parce que depuis que la Cour internationale de justice a parlé de risque génocidaire, eh bien, tout le monde parle du génocide à Gaza. Et du jour où la Cour pénale internationale a parlé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, tout le monde en parle. Et ça modifie le monde. Ça modifie profondément les relations internationales. Il ne faut quand même pas oublier une chose. C'est pas parce que le droit n'est pas respecté qu'il n'existe pas. Le droit, il existe en lui-même. Et ceux qui ne le respectent pas, ils commettent une faute politique et non une faute juridique. Si vous grillez un feu rouge en voiture, ça ne veut pas dire que la règle qui interdit de passer au feu rouge n'existe plus. Ça veut dire tout simplement que vous êtes un délinquant. Et la construction de ce rôle nouveau sur la scène internationale, qui est le rôle de délinquant, qui n'existait pas autrefois dans le modèle hobbesien, c'est quand même quelque chose de fondamentalement nouveau. Et là où je rejoins enfin Nassif, c'est effectivement sur cette dynamique des sociétés. Moi, je voudrais juste vous proposer l'hypothèse que cette dynamique, elle s'incarne dans trois phénomènes que les relations internationales doivent mettre en tête de leur lexique et de leur grammaire. D'abord, le phénomène d'identification. L'identification à l'intérieur, c'est-à-dire moi, Palestinien, à quel degré je m'identifie à la lutte palestinienne, mais l'identification de l'extérieur. Pourquoi mes étudiants à Sciences Po, pourquoi les étudiants dans 60 campus universitaires états-uniens se sont identifiés à la cause palestinienne? Pourquoi il y a eu 350 000 manifestants en Australie pour soutenir la cause palestinienne? Le pourquoi, on a un début de réponse, c'est parce que c'était mené par une sénatrice aborigène qui disait la lutte des Palestiniens, ça fait penser chez nous à la lutte des aborigènes. Pourquoi en Irlande, la question palestinienne est si populaire? Parce qu'on a en tête le problème des catholiques nord-irlandais. Pourquoi la cause palestinienne est si populaire au Pays Basque ou en Catalogne? Je vous laisse trouver tout seul. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas dans les relations internationales d'hier, cette dynamique de l'identification. Et moi, j'ai toujours en tête cette scène absolument incroyable à Paris, un défilé de gilets jaunes, une brave femme qui portait un drapeau palestinien. Ça m'a époustouflé. Pourquoi cette femme, qui n'avait rien à voir avec le Proche-Orient, portait un drapeau palestinien au lieu de dire nos retraites, nos salaires, etc. Je lui ai posé la question. Elle n'était pas contente, elle croyait que je l'agressais. Puis après, elle a été rassurée, elle m'a répondu, elle m'a dit, monsieur, c'est parce que de ce qu'on m'en a dit, ces gens-là, ils sont comme nous, ils souffrent. L'international de la souffrance, ça devient un paramètre fondamental des relations internationales. Deuxième paramètre, c'est la colère. Et on ne travaille pas assez sur la colère comme matrice du jeu international. On a travaillé du temps d'Hobsbawm sur la colère dans les mouvements sociaux, peut-être pas assez sur la colère dans les relations internationales. Et puis troisième, là pardon parce que vous l'avez cité et vous m'en avez fait très amicalement crédit, c'est l'humiliation. C'est-à-dire que c'est tellement évident que derrière les stratégies réactives iraniennes, il y a la volonté de laver ce qui a tort ou a raison est sincèrement pensé comme une humiliation, que je crois que tout ça va mal finir parce que le but ultime de certains dirigeants et même des dirigeants de la République islamique, c'est d'humilier ceux qui les ont humiliés. Et l'humiliation produite par l'humilié, c'est très violent, ça peut aller jusqu'à la rage, et d'ailleurs on l'a vu le 7 octobre, ça pouvait aller jusqu'à la rage. Et donc cette humiliation, moi j'avais sous-intitulé mon livre Pathologie des relations internationales, je crois que c'est vraiment le Covid-19 des relations internationales 21. Oh là là, merci Bertrand, passionnant, ça soulève des tas de questions. Bargat avait une question sur l'Iran et ensuite moi j'ai une question et on ouvrira le panel. Allez-y Bargat. Bertrand, une question qui lie à la fois tes idées théoriques
et la situation sur le terrain. Concernant l'irrationalité de la guerre présente et surtout la politique d'assassiner les leaders. Résultat, chaque guerre doit finir par négociation. À cause de cette politique d'assassination, est-ce qu'on sait avec qui on peut négocier à l'intérieur de l'Iran? À travers tes connaissances de ces pays et aussi tes contacts, est-ce qu'il y a une réponse claire à cette question? Ah bah c'est une question, je suis d'accord, Bagat, qui est absolument fondamentale, qui me fait penser à cette fameuse phrase de Trump lorsqu'il disait j'avais en tête un interlocuteur pour négocier avec, mais il a été assassiné depuis. Ce qui quand même est absolument incroyable, absolument extraordinaire. Mais c'est très difficile de répondre, bien entendu, à ta question parce que on n'est pas rodé, on découvre en direct une réalité nouvelle. Mais il faut, remarquer que la théorie de la décapitation, qui devient à la mode, aboutit à un résultat catastrophique. On a pendu Saddam Hussein en 2006, ça a réveillé la deuxième guerre civile irakienne. On a empalé Kadhafi en 2011 et on voit que depuis 15 ans, on a une guerre civile. On a assassiné Ismail Haniyeh et Yahya Sinwar et le Hamas apparaît comme la force principale aujourd'hui dans les territoires occupés. On a assassiné Hassan Nasrallah et aujourd'hui pour liquider le Hezbollah et aujourd'hui Israël se croit obligé de faire une guerre pour affaiblir le Hezbollah qui du coup n'a pas été de son propre aveu affaibli. Donc et de même quand on a tué le guide Khamenei, on a pensé que tout était fini, puis on a vu avec quelle banalité la chose s'est reconstituée. Alors, sur la négociation, je te répondrai, cher Bagat, par une provocation. Euh, Pardon, ça va faire mal, c'est un peu caricatural, mais vraiment, je crois qu'il faut le dire. Les négociations, c'est fini. Est-ce qu'on connaît depuis 1945 des négociations qui ont mis fin à une guerre? Je ne crois pas. Qui dira que les accords de Doha ont mis fin à la guerre d'Afghanistan? Non, c'est impossible. Qui oserait dire que les accords d'Alger de 2015 ont réglé le conflit sahélien? Non. Et les accords d'Arusha sur le Rwanda, ils ont été signés 2 ans avant le génocide rwandais. Et on pourrait ainsi continuer. En fait, et les accords de Paris sur le Vietnam n'ont jamais mis fin à la guerre du Vietnam. C'est une illusion. Là-bas. Donc, je pense qu'on est arrivé dans un temps où il faut complètement repenser la négociation. Et c'est la raison pour laquelle on a tellement de mal avec le conflit ukrainien, avec le conflit gazaoui, avec le conflit soudanais, avec le conflit congolais, parce que on s'aperçoit que la négociation ne marche plus. Pourquoi elle ne marche plus? Parce qu'autrefois, une négociation, elle reposait sur l'idée de plénipotentiaire. C'est-à-dire, le prince déléguait ses plénipotentiaires pour négocier un compromis par la transaction. Aujourd'hui, les plénipotentiaires sont débordés par les sociétés. Et ça, dans les accords d'Arusha, ça apparaît de manière très très claire. Et dans les accords d'Alger, c'est la même chose. C'est-à-dire, on signe avec des plénipotentiaires, mais qui ne sont pas plénipotentiaires. Donc, ça ne marche pas. Et deuxièmement, et ça, c'est ma dernière flèche anti-trumpienne, nous sommes dans un monde global et interdépendant, donc dans lequel la logique transactionnelle ne peut pas fonctionner. Donc, il y a une seule négociation d'avenir, à mon sens, c'est la négociation collective, c'est la négociation multilatérale. Elle est très mal en point aujourd'hui. Le seul grand succès de négociation multilatérale, le seul depuis 1945, pour moi, c'est Helsinki 1975. Mais on a oublié une chose, c'est qu'Helsinki 75 est mort en 1989 parce que la donne a changé. Et la stupidité des Occidentaux, c'était de penser que l'on pouvait gérer l'Europe post-bipolaire avec les recettes issues d'une sécurité collective bipolaire. Et effectivement, tout s'est effondré. Euh, il faut que la communauté internationale se reprenne en inventant
des vraies négociations multilatérales. Les accords du 14 juillet 2015 JPOC, c'était un peu ça aussi. Et puis Trump les a cassés. Euh, c'est là que le bas blesse. Mais croire qu'il y aura une négociation entre le comique Gérald Kouchner et Monsieur Khalibaf, par exemple, c'est du rêve. C'est du rêve. Et les Iraniens, les dirigeants iraniens vont en jouer pour ridiculiser et faire perdre la face au couple, aux charlots de l'année que sont les Kouchner et Witkoff. Mhm. Merci de ne pas mâcher vos mots, Bertrand. C'est pour ça qu'on vous apprécie. Pas de langue de bois et la capacité d'indignation ne s'émousse pas avec les années. Moi, j'ai une question qui m'a été inspirée par Bargat qui a cité Stanley Hoffman. J'avais eu la chance de travailler avec Stanley Hoffman en 2003, un peu avant la guerre d'Irak, et il était très choqué par le fait que les néoconservateurs aient fait une sorte de captation de l'héritage de Raymond Aron, parce que lui s'inscrivait un peu dans une filiation, disons, aronienne, même si Stanley Hoffman pouvait être sur certains sujets bien plus à gauche que Raymond Aron. Mais il estimait qu'on avait essayé d'embrigader Raymond Aron dans cette idée qu'on peut remodeler le réel, qu'on peut transformer le réel par la violence. Et certains, se réclamant de Raymond Aron en France, ont soutenu la guerre d'Irak et la revue Commentary aux États-Unis. Stanley Hoffman a fini par s'en retirer, il n'était plus sur cette ligne-là. Donc aujourd'hui, on a le sentiment en 2026 qu'on revient, du moins dans l'esprit des Israéliens. Je ne sais pas si Trump est aussi dans une logique de remodelage des frontières, mais dans l'esprit des Israéliens, on est de nouveau, le tabou de l'intangibilité des frontières semble ne plus exister. Or, les deux cas où on a créé ex nihilo des États après la chute à la fin de la guerre froide, le Kosovo et le Sud-Soudan, ça s'est très mal terminé. Donc moi, la question que j'avais, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette reconnaissance, par exemple, quand même étonnante du Somaliland par Israël, avec l'idée qu'on pourrait éventuellement les convaincre d'accepter quelques centaines de milliers de réfugiés palestiniens comme si c'était véritablement un troupeau qu'on pouvait expédier, et le rôle des Émirats arabes unis également qui a été évoqué, est-ce qu'il y a au Moyen-Orient un vrai risque de fragmentation aujourd'hui, de chaos? Est-ce que ce chaos va conduire à une fragmentation ou est-ce qu'il reste certaines lignes rouges dans ce qu'on appelait autrefois la communauté internationale pour dire attention à préserver les frontières, à ne pas retomber dans des mini-États sectaires communautaires qui ouvriraient une boîte de Pandore? C'est la grande inquiétude en Syrie et au Liban depuis quelque temps et peut-être même en Iran bientôt. Ah ben, c'est une question énorme et qui est tout à fait au centre des incertitudes et des inconnus actuels. Euh, il faut travailler sur ces questions. Alors, je voudrais juste répondre trois choses. La première chose, c'est que il faut définir, moi c'est ce que je fais, j'ai peut-être tort, mais je le fais auprès des étudiants, Raymond Aron comme un penseur de la guerre froide. Oui. Raymond Aron est mort en 1983, juste l'année où on commençait à envisager peut-être une transformation de l'URSS. On n'était pas encore à la perestroïka, on était 2 ans avant la perestroïka, mais c'est un homme s'inscrivait dans la certitude classique du rapport hobbesien de puissance. C'est absolument évident. Et malheureusement, moi je me permets de dire malheureusement, avec tout le respect que j'ai pour Raymond Aron, on a emblématisé sa formule qui était très teintée de guerre froide et aussi de la pensée de Hobbes, à savoir que les relations internationales, c'est le domaine du diplomate et du soldat. Et c'est au nom de ça que vous avez tout à fait raison. Certains ont été s'afficher comme post-aroniens ou disciples de Raymond Aron pour faire valoir l'idée que les sociétés, c'était des troupeaux,
que c'était les diplomates et les soldats qui décidaient de tout, et le tout, ça pouvait être des déportations, ça pouvait être la négation de certains peuples, ou au contraire l'affirmation d'autres. C'était maintenir cette idée, ce paradigme du Congrès de Vienne. C'est-à-dire, on se met autour d'une table, on redécoupe le monde. On dit ça de Yalta, alors que déjà Yalta, c'était plus compliqué que ça, hein. C'est une caricature que l'on donne de Yalta. Mais c'est vrai, c'était encore dans cette ambiance. Et je pense que la faiblesse, parce que c'est une faiblesse, tant de Trump que de Netanyahou, qui se ressemblent parfaitement là-dessus. C'est-à-dire cette idée d'instrumentalisation des sociétés à partir d'un jeu politique défini en chambre. C'est quelque chose qui va leur retomber sur le pied parce que on voit bien qu'il y a une résilience sociale très forte. J'associerai un troisième personnage dont on a peu parlé au duo Trump-Netanyahou, c'est Poutine. Poutine, euh, lorsqu'il a décidé de ce qu'il appelle l'opération militaire spéciale en Ukraine, ne s'est pas une seconde posé la question de ce que ferait le peuple ou la société ukrainienne. Il considérait que il y avait deux armées qui s'affrontaient, que la sienne était plus forte que l'armée ukrainienne et que donc il allait gagner. À partir du moment où on réintroduit les peuples, et vous avez tout à fait raison, c'est le dernier point, l'idée de redessiner des frontières est une idée absurde. Parce que les peuples ne se laissent pas redessiner, comme euh, finalement les États ont été dessinés et redessinés au fil des traités qui étaient de vrais traités, de Westphalie jusqu'à non pas la fin de la Première Guerre mondiale, parce qu'il n'y a pas eu un vrai traité de Versailles, il n'a pas été négocié, donc c'est pas un vrai traité de Versailles. Mais vous avez raison, le Kosovo, le Sud-Soudan montrent que tout ça est absolument impossible, mais en même temps, il faut jamais oublier que ce que nous tenons pour impossible et que les sociétés ressentent comme impossible, les dirigeants qui d'une part sont socialisés au vieux vocabulaire et à la vieille grammaire des relations internationales le croient possible, et surtout, je crois que c'est ça le fin mot de l'histoire, ils savent que s'ils sont dépossédés de ce privilège régalien, c'est le cas de le dire, eh bien leur pouvoir périra. Et ça, c'est très net chez un Netanyahou, puisqu'il est même menacé, lui, à très court terme, mais c'est très net chez un Poutine, et c'est aussi la marque de fabrique de Trump. Trump n'existe pas. C'est le Trumpisme qui est né de la crise de la société américaine et qui a fait élire un homme qui a su dire à sa population ce qu'elle attendait. Mais tout ceci crée une fiction politique. On est dans la fiction politique. Tout à fait. Si j'évoquais Raymond Aron, c'est parce que même pendant la guerre froide, il s'était opposé violemment à l'idée de guerre préventive. Il avait par exemple dénoncé l'expédition de Suez de 56 en parlant d'opération diabolique, etc. On a le sentiment que déjà Bismarck disait une guerre préventive, déclencher une guerre préventive, c'est comme quelqu'un qui se suicide tant il a peur de mourir. Mais on a le sentiment que 150 ans après, cette idée demeure dans le logiciel des dirigeants. Donc, comment vous interprétez cela et quelles sont les conséquences inattendues ou imprévisibles que va susciter cette nouvelle guerre supposément préventive? Alors, d'abord, c'est ce que j'appelais l'approche générationnelle des relations internationales. C'est-à-dire, il faut comprendre que nous vivons dans deux systèmes internationaux en même temps. Le système réel, qui est sociétal, qui est porté essentiellement par la jeune génération, d'ailleurs. Regardez le rôle de la Gen Z. Lisez, moi je l'ai fait, ça m'a surpris, One Piece pour comprendre ce qu'est l'imaginaire des jeunes. Et vous trouverez dans One Piece, dans le fameux manga qui s'est vendu à 600 millions d'exemplaires, vous retrouverez tout un imaginaire cosmopolitique et tout un imaginaire aristotélicien, néo-aristotélicien. C'est-à-dire la phrase emblématique de One Piece, c'est dire nul n'est né pour vivre seul. Et c'est une espèce de d'hymne à la solidarité
favorisée par l'explosion des réseaux sociaux, de la communication transnationale, etc. Donc ça, c'est le monde réel. Et puis, en face de ça, vous avez un monde irréel, mais qui a en même temps les manettes du pouvoir, qui est celui de dirigeants issus, socialisés dans la guerre froide, et l'échec répété. C'est quand même assez extraordinaire de montrer que toutes ces initiatives politiques, on pourrait d'ailleurs, mais je ne veux pas élargir le débat, intégrer aussi la vie politique intérieure, tout ceci aboutit à une désaffection pour le politique. Le politique en France, les sondages ont montré que la crédibilité des institutions politiques, c'est de l'ordre de 10 à 20% selon les institutions. Donc c'est absolument catastrophique. Et la projection de cette désaffection du politique sur les relations internationales se traduit par cette dialectique très dangereuse qu'il y a entre la défiance sociale à l'égard des actions extérieures des États et l'échec des États dans leur entreprise. Euh, la seule exception, c'est Israël, où vous avez 80% des gens qui soutiennent Netanyahou. Mais 93%. bah, Pour ce qui est voilà, du Liban, exactement. pour ce qui est du Bon, Liban, 93% de soutien. voilà. Et ça, c'est vraiment l'exception, parce que au même moment, vous avez que 20% d'Américains qui soutiennent l'action militaire trumpienne. Donc, Israël est vraiment une exception, mais c'est une exception sur la durabilité de laquelle je m'interroge. C'est-à-dire, lorsqu'Israël va être confronté aux dures réalités de cet irréalisme, peut-être qu'à ce moment-là, il y aura soit une modification des comportements, soit ce qui est à craindre, une radicalisation des comportements. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les phénomènes de colère et d'identification qu'il faut suivre un peu comme le lait sur le feu. Tout à fait. Merci infiniment. Nous avons quelques minutes encore. Est-ce que parmi les étudiants qui sont en ligne ou qui sont sur place, est-ce que quelqu'un a une question? Oui, Yara, allez-y. Bonsoir, je vais essayer de mettre Bonsoir. ma caméra. Voilà. Déjà, merci beaucoup pour cette conférence. C'était extrêmement intéressant. Merci à notre professeur pour cette conférence. Hélas, c'est bien, c'est pas bien, mais pendant la conférence, Monsieur Bati, il a déjà répondu à toutes mes questions. Donc, moi, c'est, voilà, Comme on peut d'habitude. comme une réflexion. Ouais, donc, je vais quand même vous dire à quoi je pensais durant la conférence. Pour revenir à Clausewitz, donc, si pour lui, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, c'est que la guerre, c'est pas une fin en soi et que ça nécessairement ça débouche sur des négociations, un résultat politique. Aujourd'hui, dans cette guerre, si on voit que les objectifs sont flous, aussi la dernière phase, qui est la négociation, moi je la vois aussi floue. Et les questions donc que je me pose qui ne portent pas tellement d'espoir, hélas, ce sont que si la guerre, c'est plus un instrument politique, est-ce que c'est devenu un état permanent qui échappe à la diplomatie? Est-ce que si aujourd'hui on peut plus terrasser l'ennemi, ou bien on n'arrive pas vraiment à terrasser l'ennemi, quand on peut voir dans cette guerre pour les États-Unis, couper la tête en Iran, c'est pas ça, ça n'a pas permis de détruire tout le pays comme peut-être qu'ils le pensaient. Donc, si normalement les vainqueurs posent les règles dans les négociations, aujourd'hui, si on n'a pas vraiment de vainqueur, comment les règles sont posées et finalement comment on négocie avec un pays, par exemple Israël, qui ne respecte pas les négociations, qui ne respecte pas les cessez-le-feu et par exemple qui utilise les négociations comme des Russes, comme on a pu aller voir avant que le conflit commence. Les États-Unis qui ont utilisé les négociations comme des Russes, donc qui donnent une nouvelle forme à ces négociations. Donc ma question est, sommes-nous aujourd'hui dans un état permanent de guerre où on aura constamment ces guerres violentes? Merci Très beaucoup. très bonne question, Yara, parce que c'est en effet la deuxième fois que les Iraniens se font bombarder en pleine négociation. La guerre des 12 jours avait commencé alors qu'ils étaient en train de négocier. Et là, les négociations au sultanat d'Oman se déroulaient relativement bien d'après le ministre omanais des Affaires étrangères et d'après Jonathan Powell, qui est le secrétaire à la sécurité nationale des Britanniques. Tous les deux ont confirmé que ça se passait bien, que les Iraniens avaient même fait des tas de concessions sur le nucléaire et sur l'uranium enrichi, et ils se font bombarder pendant les négociations. Donc ils y penseront à deux, trois fois, 9 fois avant de se remettre sur le tapis. Peut-être avant de répondre à Yara, si on prend la question de Marianne, qui avait également une question, et vous pourrez répondre aux deux questions d'un coup. Allez-y, Marianne. Bah, ouais, c'est aussi sur le même point que Yara d'une manière ou d'une autre. C'était aussi sur donc
la théorie de Clausewitz, c'est que la guerre, enfin, que la politique, la guerre a pour un objectif politique, pardon. Alors effectivement, pour l'instant, les objectifs sont quand même flous, notamment au niveau américain. Mais on peut dire que Trump, entre une raison, puis une autre à chaque fois, il y a quand même des objectifs qui ont été énoncés. Est-ce que, il parlait notamment du nucléaire et il a parlé aussi d'autres éléments. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il n'y a pas un objectif politique derrière cette guerre? Et deuxième question, c'était, on avait parlé également si je ne me trompe pas, de négociations et le fait que les négociations doivent être repensées aujourd'hui. Quel serait le nouveau modèle de négociation qui serait pertinent pour le monde dans lequel on vit actuellement? Voilà. Très bien, ça fait deux questions intéressantes et je crois qu'aussi bien Bargat que Bertrand auront des choses à dire. Vous aviez commencé avec Clausewitz, Bertrand, et la dernière question porte également sur Clausewitz. Et vous avez entamé tout à l'heure une réponse à la question sur les négociations, si vous pouvez un peu approfondir sur ces deux points. Oui, merci beaucoup pour ces très très belles questions, très riches, effectivement. Euh, alors, vous savez, il y a un paradoxe, je crois. Vous avez tout à fait raison. Dans la pensée clausewitzienne, la guerre est un instrument, mais ça a été un instrument tellement central dans l'histoire des relations internationales européennes et euro-américaines du XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle que l'instrument est devenu principe. L'instrument est devenu principe. C'est-à-dire, ça, c'est l'intuition formidable que j'évoquais tout à l'heure de Charles Tilly, War Making, State Making. À tel point, et j'ai fait un livre sur le sujet précédemment, que nos pays européens n'ont même plus cherché à définir ce qu'était la paix. La paix ne les intéressait pas, parce qu'ils savaient que le principe structurant des relations internationales, c'est pas la paix, c'est la guerre. Et on parle d'avant-guerre, d'après-guerre, d'entre-deux-guerres. On parle jamais d'avant-paix, d'après-paix, d'entre-deux-paix. Et personne ne sait d'ailleurs définir la paix de manière positive autrement que comme la non-guerre, ce qui est d'ailleurs quelque chose de tout à fait inadmissible. Donc, le paradoxe, c'est que cet instrument a été tellement fécond et tellement important qu'il est devenu principe de nos relations internationales. J'ai le sentiment, pour répondre à votre question, qu'aujourd'hui c'est l'inverse. C'est-à-dire, la guerre n'est plus un instrument, puisque depuis 1945, je n'ai pas une guerre qui ait pu résoudre quelque chose, n'est-ce pas? Les dernières guerres qui ont résolu quelque chose, c'est les guerres de décolonisation qui ont marqué la victoire du faible sur le fort. Là, évidemment, ça a produit un ordre, la guerre de décolonisation. Bon, mais autrement, les guerres ne sont plus un instrument et on veut se pérenniser, c'est ce que vous disiez très justement tout à l'heure et ce que disait Karim aussi, en les érigeant en principe. C'est-à-dire, on est dans le paradoxe que la guerre n'a plus d'efficacité, mais qu'elle n'a jamais été aussi centrale dans le jeu international. Ce qui est extrêmement dangereux, là je vous rejoins tout à fait, parce que euh, ça invente quelque chose qui est terrifiant, qui s'appelle la guerre permanente. Et ça invente ce que Pierre Clastres avait appelé, il y a déjà un certain temps, la société guerrière. Pensez au Congo. Le Congo a été indépendant le 30 juin 1960. La première guerre qui soit apparue au Congo, c'est celle de la sécession du Kasaï le 7 juillet 60. Et depuis, il y a toujours eu la guerre. C'est-à-dire, il y a eu une semaine de paix au Congo et il y a eu en fait 66 ans, deux tiers de siècle de guerre. Et la guerre arrange tout le monde au Congo. Elle arrange les milices, les seigneurs de guerre qui en font un métier. Elle arrange les enfants soldats parce que ça leur permet de trouver un boulot, parce qu'autrement ils seraient dans un chômage extrêmement douloureux. Ça crée de la protection sociale en faveur des combattants, qui sont infiniment plus protégés que par l'État. Ça fait la bonne affaire des mafieux, des narcotrafiquants, des prédateurs et tout ce que vous voulez. Donc la guerre arrange tout le monde tout en ne débouchant sur aucune solution. C'est à surveiller cette affaire-là, n'est-ce pas? Moi, ça m'amène du coup, pour pas être trop long, à rebondir sur la seconde question de Marianne et qui effectivement nous montre que puisque on est arrivé à une époque de guerre systémique,
en quelque sorte, qui n'est plus interétatique. Hein. La plupart des guerres ont pour principaux protagonistes des acteurs qui ne sont pas des États. Alors, c'est facile, je parlais des plénipotentiaires tout à l'heure, de faire négocier des États entre eux. C'est beaucoup plus difficile de faire négocier des milices. D'autant qu'une milice, elle n'a pas intérêt à négocier. Un seigneur de guerre qui se met à négocier, ben, si par malheur la négociation aboutit à la paix, il perd son boulot. Il est obligé de s'inscrire au chômage. Il est à Pôle emploi. Et donc, c'est une tragédie. Donc, autant la rationalité ancienne d'un État, c'était d'arrêter la guerre au moment soit où il gagnait, soit où la poursuite de la guerre aurait été trop coûteuse et périlleuse pour lui, la rationalité de l'acteur non étatique pour arrêter la guerre, elle n'existe pas. Donc, il faut reconcevoir la paix et la négociation à partir d'une démarche systémique. Et cette démarche systémique, seul le multilatéralisme peut le porter. Et je suis heureux devant Bagdad de rendre hommage à son compatriote, collègue et ami Boutros Boutros-Ghali, qui, dès 1994, dans l'agenda pour la paix, l'a dit de manière très claire. Il a dit, les guerres, maintenant, c'est plus le résultat de la compétition entre États, c'est le résultat de l'injustice sociale. Ça a rendu folle furieuse Madeleine Albright, qui du coup a mis le veto sur sa reconduction comme secrétaire général. Et qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça? De l'explosif. C'est-à-dire de dire que si vraiment la source de la conflictualité se trouvait dans le terreau des sociétés, seule une action multilatérale pouvait régler le problème. Et c'est là le génie d'un autre grand qui est Kofi Annan, que dans sa déclaration du millénaire, a lancé l'idée des objectifs millénaires pour le développement, c'est-à-dire considérer que ce que le grand Kofi appelait le multilatéralisme social serait la vraie solution de paix. Et je pense qu'effectivement, si vous voulez régler les problèmes du Sahel, Sahel est caricatural de ce point de vue-là, le Sahel, c'est une désertification qui progresse de 10 cm par heure, par heure. Eh ben, si vous voulez régler les problèmes au Sahel, c'est pas en envoyant des troupes, c'est tout simplement en ayant une politique active de sécurité globale, c'est-à-dire de sécurité alimentaire, de sécurité sanitaire, de sécurité climatique. Vous voyez, il y a quand même des gens intelligents qui, dès les années 90, Boutros Ghali et Kofi Annan, moi, le Kofi Annan l'a dit même à mes étudiants hein, quand on venait en séminaire à New York, il dit, mais de toute façon, Conseil de sécurité, il fera plus jamais rien, nous disait Kofi Annan. Et je n'ai absolument aucune attente du Conseil de sécurité. En revanche, une action sociale dans la profondeur du terrain des sociétés, ça pourra peut-être construire les conditions de paix, c'est-à-dire une situation dans laquelle la paix paraîtra aux acteurs plus avantageuse que la guerre. Oui, alors merci de citer Boutros-Ghali. Il avait décuplé la colère des Américains lorsqu'en 96, il avait également refusé d'enterrer un rapport de l'ONU qui disait que les frappes israéliennes contre la ville de Cana au sud Liban avaient été délibérées. Elles avaient coûté la vie à 102 civils dans un camp de réfugiés des Nations Unies et c'était un tournant de la guerre. Et à chaque guerre israélo-libanaise, la ville de Cana, curieusement, est de nouveau ciblée. Alors, dans le monde arabe, on appelle Mosr Dunya. Donc, j'aimerais donner le mot de la fin au professeur Korani, que je remercie d'avoir fait l'effort de nous rejoindre pour conclure cette belle session. Merci Nadim. En fait, le plaisir est complètement le mien, à tous les niveaux, y compris l'intervention de Yara et Marianne. Et moi, je crois énormément aux étudiants et aux étudiantes parce que c'est l'avenir. Si nous faisons du travail, si ce travail, comme l'excellent travail de Bertrand, n'est pas continué, nos efforts restent sans effet. Alors, il y a deux points. Premier point à Bertrand, juste pour réfléchir, concernant l'irrationalité de la guerre.
je pense à la guerre 900, 900, 1973, la guerre d'octobre, qui a abouti, il avait un objectif politique très clair, très précis, et en fin de compte, il a amené la guerre entre l'Égypte et Israël. Et donc, est-ce qu'à travers cette guerre, on peut réfléchir concernant la rationalité de la guerre? Deuxième question, et ça reprend la question de vos étudiants, Nadim, c'est il y a une théorie actuellement qui est très en débat, qui vient d'une collègue de London School of Economics, la théorie des nouvelles guerres. Bertrand s'est référé sans mentionner vraiment les titres, mais c'est essentiellement lié à des choses. La présence des miliciens et deuxièmement, la présence d'États défaillants. Et apparemment, c'est vraiment les phénomènes nouveaux qui s'imposent de plus en plus plutôt que la guerre interétatique. Merci. Alors Bertrand, pour conclure, vous avez deux sujets très importants et très délicats. Oui, c'est un débat passionnant. La guerre de 73, Bagat a raison, elle avait une rationalité, mais deux choses. C'était une rationalité incomplète, c'est-à-dire que si la guerre 73 n'a rien changé de fondamental, c'est qu'elle ne s'attaquait pas, si je puis dire, à la question palestinienne. Et donc, tant que ce qui est le fond même, la base même de la conflictualité au Proche-Orient depuis 1948 n'est pas regardé de face, euh, les objectifs sont apparemment rationnels, mais ils ne le sont pas parce que la rationalité eût impliqué que, effectivement, la libération des territoires arabes aille jusqu'à cette finalité que soit la solution de la question palestinienne. Et deuxièmement, elle a été pervertie par ce qui semblait l'accomplir, c'est-à-dire la diplomatie step by step de Kissinger apparaissait comme étant le prolongement rationnel et fonctionnel de la guerre de 73, aboutissant à effectivement la libération du Sinaï et d'une partie du Golan, enfin d'une toute petite partie du Golan. Seulement, cette démarche, elle a été viciée par le fait qu'elle reposait typiquement sur la pratique transactionnelle. Kissinger, c'est vraiment l'homme de l'ancien monde, c'est-à-dire c'est l'homme du Congrès de Vienne, et qui considérait que la paix dérivait de la transaction. Or, l'exemple de la diplomatie kissingerienne qui a abouti finalement à une catastrophe, hein, et la catastrophe, ça a été quoi? Ben, ça a été le remplacement des guerres de 67 et de 73 par l'intifada et par cette, euh, je dirais, aggravation de la guerre et cette socialisation de la guerre. C'est-à-dire que le résultat de la méthode kissingerienne, c'est que les Palestiniens n'ont plus fait confiance au gouvernement arabe et ont pris les choses directement en main, ce qui passait bien souvent par le terrorisme, voire des phases paroxystiques de terrorisme. Ce qui montre bien que quand on veut soigner les conflits aujourd'hui par une méthode transactionnelle, on crée une pathologie souvent plus rude et plus dure. Euh, Kissinger me fait penser à un médecin qui rencontrerait un patient atteint d'un cancer grave et qui lui donnerait de l'aspirine. Dans un tout premier temps, le patient remercierait le médecin parce que il serait soulagé dans ses douleurs, sans se rendre compte que le mal continue à gagner à l'intérieur de ses tripes. Et ben voilà, Kissinger, pour moi, c'est docteur aspirine. Et la méthode transactionnelle aujourd'hui, c'est effectivement cette gigantesque tromperie.
Tromperie, tromperie, tromperie. On va terminer Voilà. sur sur ce sur cette belle conclusion. C'était stimulant intellectuellement de bout en bout. Ça ouvre énormément de questions. Merci aux étudiants qui nous ont rejoints en ligne, à ceux qui étaient dans l'amphithéâtre et à ceux, je suis certain que tous ceux qui suivront cette conférence sur Internet dans quelques jours, ils trouveront également matière à réflexion et se replongeront dans les livres de Bargat, dans les livres de Bertrand. Nassif a dû nous quitter un peu plus tôt parce qu'il y a l'adieu à l'ambassadeur d'Espagne qui quitte le Liban aujourd'hui après plusieurs années. Mais on aura maintes occasions de reprendre ce débat. Mais mille merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Bonne soirée à tous.